Rejoignez-nous puisqu'on va parler avec vous de la situation en France, évidemment du budget, du suspense politique, mais aussi de ce dont on a parlé, de Bernard Arnault, du rôle des Allemands, de beaucoup d'autres sujets qui nous attendent. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Darius. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Darius. Merci à l'un et à l'autre d'être là. La semaine qui s'ouvre, évidemment, tiendra les esprits en haleine. C'est le sort même du gouvernement Bayrou, la 7e puissance économique du monde, sans budget. Il faut lire le Premier ministre dans la tribune ce matin. Il engagera la responsabilité de son gouvernement. Premier avis, est-ce qu'il est menacé ? Est-ce que sa survie est selon vous menacée ? Qui veut commencer ? Écoutez, moi j'ai parié avec tous mes amis que non. Voilà, je pense qu'il passera. Mais bon, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il passera. Je vous dis pourquoi. Parce que le Rassemblement national n'a pas intérêt dans la situation actuelle à voter vraiment la censure, parce qu'il faut attendre les histoires de procès de Marine Le Pen. Et je pense que Lionel Jospin a raison quand il dit qu'il faut pas prendre la responsabilité d'une quel que soit le budget d'une instabilité politique qui serait de toute façon catastrophique, à la fois sur le plan économique, parce que sur le plan économique, l'immobilisme actuel et montée du chômage, perte de croissance, c'est évidemment calamiteux, mais sur le plan politique aussi, parce que imaginez qu'il y a une censure, ça veut dire que si Emmanuel Macron renommait un troisième Premier ministre, ça tiendrait pas la route 10 secondes, parce que la menace d'une nouvelle censure se profilerait à lui. Il serait donc obligé de démissionner. Là, il faut être clair, il pourrait pas tenir. Et dans ce cas-là, il est très probable que Marine Le Pen sera élue, ce qui n'est pas ce que souhaite le Parti socialiste. Voilà. Donc, en gros, pour dire les choses comme ça assez rapidement, sur le plan politique, ce serait un chaos. Et sur le plan, non pas que je pense que Marine Le Pen soit chaotique, c'est pas ça, mais la France serait déchirée en deux comme les États-Unis. Ce serait à peu près une situation à l'américaine, et sur le plan économique, ce serait catastrophique. Donc, je pense que le budget est très mauvais, mais que l'instabilité politique serait pire. Staline les aurait arrêtés. Qu'ils partent, c'est une version très atténuée déjà. Oui, je plaisante. Non, mais donc voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus que les riches pourront investir, les 40 000 qui devront payer, etc. Bon, Luc a son opinion, d'autres économistes ont une autre. Dont acte maintenant, il faut que ce budget passe, il faut que la France redevienne, et surtout, et là je suis d'accord avec Luc, comme la Ve République ne fonctionne plus, remettons la démocratie française sur les rails, et ça passe par la proportionnelle. D'accord, Luc ? Entièrement d'accord, avec un grand sujet, laquelle ? Quelle proportionnelle ? Et si j'étais à la place de Bayrou, je pense que son budget va passer, je mettrais immédiatement ça en chantier. Alors pour le coup, c'est pas une commission nouvelle, j'en ai marre des commissions, mais ce serait bien d'avoir quand même des vrais spécialistes, des gens comme ceux que vous invitez avant nous, là, des spécialistes vraiment du système électoral, ce que je ne suis pas, et qui nous disent quels sont les moyens de parvenir à ça. Maintenant. Oui, il y a plusieurs. La proportionnelle départementale ou régionale. Voilà. Et maintenant, discutons-en calmement, pas ce soir, parce qu'évidemment Darius n'a pas le temps, mais faisons au moins une vraie discussion sur le régime proportionnel. Vous avez quitté Bernard Arnault. Une question encore sur lui, quasiment technique. Vous qui observez l'économie, pas en spécialiste, mais enfin en observateur très spécialiste. Allez, je vous donne spécialiste. Autant spécialiste. Les 800 millions supplémentaires d'impôts que Bernard Arnault paierait. Est-ce qu'il produirait plus de richesse en étant géré dans le groupe, de richesse collective, ou en étant géré par Bercy, par l'État, au fond ? Parce que l'équation finale, c'est ça. Bercy sait pas gérer ça, donc c'est pas sa mission, c'est pas ses compétences. Mais moi, ce que je pense encore une fois, c'est que on a une tradition pour laisser de côté l'économie. Voilà, en effet, on a chacun un point de vue différent, droite-gauche, quoi. C'est assez classique. Bon, moi, je suis quand même un libéral en économie, même si je suis un républicain en politique. Mais quand vous reprenez les années 50, voilà, la France est à 80% catholique et elle est à 30% communiste. Alors, ça veut dire qu'il y a d'ailleurs un recoupement entre les deux. Et donc, n'oubliez pas que dans la tradition catholique, Jésus dit lui-même, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Alors que dans les trois autres traditions, protestantes, grecques et juives, le scandale, c'est pas la richesse, c'est la misère. Voyez, et donc c'est très profond. Et d'ailleurs, aussi bien d'ailleurs chez les Juifs que chez les protestants que chez les Grecs anciens, cette affaire de riche ou misère, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, mais Luc. Voilà. Et philosophiquement et théologiquement, on a une France qui est à la fois la fille de l'Église
et qui est un pays très communiste en plus. Donc je n'aime pas les riches, dit Hollande. Et ça commence quand, les riches? Ça commence à 4 500 € par mois. Oui. Alors Bernard Arnault doit quand même rigoler. D'accord, oui, mais le problème, il est que dans tous les pays occidentaux, Oui. regarde l'Allemagne et tout ça, il y a quand même quelque chose, les riches deviennent de plus en plus riches, et pour ceux d'en bas, ça devient de moins en moins. Au milieu, c'est pas vrai. Au milieu, c'est pas vrai que c'est de moins en moins, mais en bas. Et je dis que le sentiment d'équité, un sentiment d'injustice, ça se comprend. Maintenant, on va pas faire le grand débat pour savoir comment on y revient, mais c'est vrai que c'est insupportable quand on voit les chiffres qui sortent, que les riches, eh bien, en profitent de plus en plus, et que pour ceux d'en bas, c'est de plus en plus difficile. Mais, voilà. Mais ils profitent pas, Dany. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu as des dizaines de milliards, tu n'en profites pas à titre perso. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils s'achètent de plus? Tu vas pas acheter 50 Ferrari et 12 hélicoptères. Il y a une injustice. Non, ils essayent de faire marcher une entreprise. Oui, mais c'est pas. Ils sont fondamentalement protestants. C'est au-delà. Quand tu as un capital et que tu fais travailler ton capital, si tu taxes pas ce capital, il travaille pour toi. Et toi, tu t'as rien à foutre d'attendre que ton capital travaille. C'est senti comme une injustice. C'est une injustice. Maintenant, comment? Et je suis d'accord sur un problème, on n'a pas trouvé encore la solution. Le libéralisme n'a pas trouvé la solution d'une certaine justice, et le social-étatisme n'a pas trouvé la solution non plus, parce que l'État... Non, mais regardons, maintenant, on n'a qu'à voir ce que vont faire les Américains, ce que va faire Trump, etc. Parlons-en. Les Américains... Juste un point encore, pardon, parce que peut-être qu'on peut trouver une solution dans le débat qui nous oppose aujourd'hui. Si on veut vraiment faire quelque chose d'intelligent, il ne s'agit pas de taxer encore les entreprises pour rogner la croissance, pour rogner la compétitivité, pour pénaliser à la fois la logique keynésienne et la logique schumpeterienne. Faisons l'intéressement et la participation. Ça a du sens. Ça, c'est pas idiot. On dit aux riches, vous gagnez beaucoup de pognon, c'est formidable pour vous, mais partagez avec vos salariés. D'accord. Voilà, ça c'est intelligent. Il y a un problème. Oui, c'est une. Alors moi j'ai toujours été pour. T'as toujours été gaulliste. Non, je rigole. C'est pas seulement de gaulliste. Ça vient. Ça c'est une idée. Ce qu'il faut aussi en France pour gérer tout ça, c'est une codécision. Nous n'avons pas. Alors les syndicats ne sont pas structurés pour ça, à part la CFDT, c'est vrai. Mais moi, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une gestion démocratique de l'économie, et donc aussi des profits et de la misère, et cela, la cogestion sociale en France ne fonctionne pas. On est d'accord. Et ça, c'est un grand problème. On est d'accord. L'argent comme moyen de puissance, moyen diplomatique, moyen de progrès. Alors, et Musk, écoutez, il faut revoir cette carte tout à l'heure. Moi, j'étais très frappé de ce que... vous avez pas voulu sortir la Louisiane. Attendez. Oui, c'est magnifique, la Louisiane. Regardez. Voilà, vous êtes catastrophé, Dany Cohn-Bendit. Attendez. C'est pas que tu me laisses. Tout à l'heure, sur ce plateau, Thierry Breton qui dit, voilà, on a sous-estimé Trump. On a dit, regardez, il est un peu zozo, il parle de Groenland sans là. Non, ils disent c'est vraiment une logique historique américaine. Ils ont acheté $1, ils ont acheté au tsar Alexandre II l'Alaska pour 7 millions de $. Et il y a un projet, il y a un vrai projet. En réalité, une fois de plus, pour dire les choses un peu brutalement, les Européens prennent les Américains pour des sots, alors que ce sont les Américains qui ont un projet. Est-ce que c'est vrai ? Les Américains ont un projet et je veux un projet européen. Ce que je ne veux pas... Attendez, Darius, vous avez posé votre question, calmez-vous maintenant, c'est à moi. Hein? Vous avez raison. Ce que les Américains ont comme projet, je veux un projet européen. Le projet européen, ce n'est pas de dire Danemark, c'est de proposer au Groenland qu'est-ce qu'il faut pour qu'il, justement, il ne se laisse pas acheter par les États-Unis. Projet contre projet. L'Europe a la possibilité de donner à l'autonomie du Groenland la possibilité de ne pas devenir le 51e, 52e ou 53e État des États-Unis. Ça va vite. Parce que vous avez le Canada, et puis demain c'est le Mexique, et puis etc., etc. Je dis donc, arrêtons seulement de nous faire peur. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que Trump en veut plus. Je ne veux pas que c'est une tradition américaine et ça. Ils ont acheté le Texas avant la Louisiane. Le Texas est passé comme ça du Mexique, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Européens? C'est ça la réponse. C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, on verra.
Well, moi je pense que la stratégie de Trump, c'est comme toujours d'être extrêmement brutal au début, et après, on verra, hein, j'attends de voir, après de faire, comme on dit dans la mafia, des propositions qu'on ne peut pas refuser. Attendons de voir. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il procède. Attendons de voir ce qu'il va proposer au Canada. J'y crois pas beaucoup, mais au Groenland, donc à la première ministre groenlandaise qui est indépendantiste, qui pour l'instant refuse évidemment. Elle aussi, elle refuse. Elle a raison. Mais qu'est-ce qu'il va leur proposer et qu'est-ce que l'Europe sera capable de proposer à la place? Est-ce que l'Europe sera compétitive par rapport aux propositions de Trump? Voilà, c'est comme ça que ça va se solder. Je ne sais pas évidemment comment ça se terminera, mais ça va se solder en tout cas, ou plutôt ça va continuer par des propositions qui sont faites d'un côté par Trump, par les États-Unis, de l'autre côté par l'Europe au Groenland, qui de toute façon a intérêt à ne pas tomber dans les mains de la Chine et de la Russie. Voilà. Donc il y a un vrai problème. Mais si vous voulez, comme Luc parle de la brutalité, il y a aussi une brutalité on peut donner un autre exemple qui est terrible. Quand Trump dit les Gazaouis doivent disparaître de la région, c'est-à-dire aller en Jordanie, en Égypte, et que tous les pays arabes, même l'Arabie Saoudite, dont Trump a besoin, dit pas question. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il laisse, en faisant cela, le Hamas reprendre le pouvoir politique à Gaza. Pourquoi? Parce que Trump, dans sa brutalité, consciemment ou pas, parce qu'ils ne comprennent pas toujours la politique, eh bien, ils veulent rendre impossible un État palestinien, donc ils ont besoin de la division de Gaza. Cette brutalité, elle est criminelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand des criminels sont au pouvoir, eh bien, il faut monter dans notre capacité de résister à cela. Sinon, pas seulement les Gazaouis vont se faire écraser, pas seulement les Palestiniens, le Groenland, et ça va continuer. C'est-à-dire que on a le Make America Great Again, c'est pas ça le problème, c'est America Only. Il n'y a que les Américains. Et ça, les Européens doivent le comprendre. S'ils continuent à y aller individuellement, lécher les bottes de Trump et de Musk, etc., on va à la catastrophe. Oui, moi je compare pas Gaza et le Groenland, c'est des sujets tellement différents, je peux pas les comparer. Non, sur la brutalité. Oui, sur la brutalité. Mais de toute façon, c'est un type brutal. Bon, il est comme ça. Il est un titre personnel. Bon, c'est quelqu'un qui est difficilement supportable. Mais voilà, je crois qu'on peut pas comparer les deux. Mais en revanche, voilà, sur le rapport à l'Union européenne. Voilà, ce que je dis, c'est que Trump a un immense mérite par rapport à nous, c'est de réveiller l'Europe, voilà. Et donc le rapport Draghi va peut-être enfin avoir quelques retombées réelles grâce à Trump, alors qu'on était en train de s'endormir, et notamment grâce à ce projet de 500 milliards sur l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Et je pense que voilà, la Chine a réveillé les États-Unis avec sa nouvelle IA générative, et puis les États-Unis sont en train de réveiller l'Europe. Mais l'Europe a vraiment besoin d'être secouée. Alors cette affaire de Groenland, je trouve que ça réveille l'Europe. Voilà, c'est un des mérites de cette brutalité. Alors je parle pas de Gaza, hein. C'est un des mérites de cette brutalité que de réveiller les Européens qui étaient endormis. Est-ce que les Européens sont prêts à payer? Parce qu'au fond, il y a un côté aussi trivial que ça. Payer pour leur défense, mais payer maintenant, pas payer dans 40 ans. C'est maintenant que la cause est. Payer davantage pour l'Ukraine, puisque c'est encore incertain, mais apparemment, c'est ce que le monde dit, il y a une grande inquiétude en Ukraine sur le fait que l'aide pour payer des profs, pour payer des enseignants, etc., n'arrive plus des Américains. Est-ce que selon vous, le contribuable français, par exemple, est prêt à payer plus pour remplacer ce que les Américains ne donnent pas? Non, on a 3300 milliards d'euros de dette, donc on n'est pas capable de payer ce soir. Je crois que c'est mal posé la question. Je m'excuse, je veux pas être critique, hein, mais mal posé si est-ce que le contribuable français, l'Union européenne peut payer. L'Union européenne peut payer. C'est vrai que c'est pas. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez un pays comme l'Allemagne, c'est le grand débat en Allemagne, je sais pas comment, sur l'endettement. L'Allemagne n'est pas endettée. L'Allemagne peut payer, l'Allemagne devra payer, et c'est le grand débat d'ailleurs sur les élections. Aux élections, ce sont les Verts qui disent que l'Allemagne doit monter peut-être jusqu'à 3,5% de leur budget pour la défense. Pour la défense, pas seulement allemande, européenne. Donc je crois qu'aujourd'hui, je reprends le terme de Luc, l'Europe
doit se réveiller, certains se réveillent, c'est un véritable combat, On a besoin aujourd'hui de grands penseurs européens, de grands défenseurs de l'Europe pour dire non seulement on devrait, mais on doit payer, sinon on va payer plus. On va payer le pouvoir des Américains et ça ira très mal. On sera sous domination de l'économie américaine, de l'économie chinoise et de l'impérialisme russe. Voilà, c'est ça notre problème. Oui, moi j'attends de voir ce qui se passera entre Trump, Poutine et Zelensky. Et je dis bien et Zelensky parce qu'on ne pourra pas le mettre de côté avant de savoir si on continue à payer cette guerre. Voilà, donc là-dessus... C'est pas la guerre qu'il faut payer. Non, mais on est en désaccord là-dessus depuis le début. C'est pas à peine qu'on recommence à s'engueuler. Bon, et moi je pense que l'intérêt de l'Union européenne, c'est la paix aujourd'hui. Donc voilà. Et donc on va pas refaire le débat sur l'Ukraine. Et donc j'attends de voir ce qui se passera. Alors là, pour le coup, aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, avec l'élection de Trump dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, parce que ça va aller très vite, voilà. Et donc, évidemment, il faut attendre ça avant de savoir si on va se réarmer. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire plus importantes que d'acheter des armes ou de fabriquer des armes. Désolé, mais là, on a changé complètement nos positions par rapport à 68, parce que moi, je me dis, mais il y a 150 000 personnes qui meurent du cancer chaque année en France, ça me paraît plus important que d'acheter des tanks. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais... Pas ça. Mais si, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est absolument ça. C'est infantile, ce que tu dis. Non, pas du tout. C'est la seule réalité qui compte. Non, infantile toi-même, arrête de dire n'importe quoi. Non. Moi, je suis infantile, mais je le revendique. Oui, mais c'est vrai, depuis 50 ans, ça se voit. T'es un maître de Bon, allez, laissons de côté les... c'est tout. Alors... Non, je veux dire par là, je n'ai pas parlé de financer la guerre. J'ai parlé de financer l'autonomie de l'Ukraine après la guerre. Si aujourd'hui on veut que l'Ukraine survive, il faudra financer la reconstruction de l'Ukraine. Il faudra aider à financer la reconstruction de Gaza. C'est ça. Non, mais d'accord là-dessus. Mais j'ai pas dit. Mais oui, mais il faut écouter ce que je dis. J'ai pas dit. Je dis simplement pour pouvoir financer l'indépendance de l'Ukraine, il faudra une force d'interposition avec l'Union européenne pour protéger les 80% de l'Ukraine qui ne seront pas sous domination russe. On est d'accord, mon ami, mais c'était pas la question de Darius. C'est ma réponse que j'ai donnée, parce que moi, je suis quelqu'un qui donne des réponses, même si on ne pose pas les questions. Ne t'énerve pas. Non, je m'énerve pas, j'essaie de t'expliquer d'une manière dialectique comment tu devrais pouvoir penser. Oui, bien sûr. Oui. L'Allemagne est-elle le maillon faible? Quand on voit, je ne sais pas si vous avez lu cet article terrifiant du Financial Times qui montre que déjà les Allemands, après avoir dit on est prêt, on va y aller, en réalité sont pressés de reprendre le gaz russe pas cher. Non. Alors, je m'excuse, le Financial Times, qui des fois a de très bons articles, se trompe. Même les chrétiens démocrates, même eux, ne veulent pas reprendre parce qu'ils sont totalement derrière l'Ukraine. Donc ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que l'Allemagne va y arriver? Quelles sont les conditions? Parce que vous avez un vrai débat, un débat très compliqué et intéressant. Pour l'avenir, l'Allemagne veut s'en sortir l'énergie sans nucléaire et en décarbonisant, c'est-à-dire sans charbon. C'est possible? Ils le disent. La France veut avec le nucléaire, et si possible même sans éoliennes qu'avec du solaire, mais pour cela, il faut monter. Ils veulent 70 milliards d'investir pour les nouveaux réacteurs. Seulement, il faudrait diviser par 2 le prix de Flamanville pour y arriver avec ces 70 milliards pour faire les 8 centrales. Et les Allemands et les Français sont devant des défis très, très difficiles à réaliser. Très difficiles, parce que pour les Allemands, il faudra des centrales de gaz avec de l'hydrogène. Pour l'instant, la production d'hydrogène ne marche pas encore. C'est un problème technologique. Donc je dis, si l'Allemagne veut revenir au nucléaire, ça coûtera beaucoup plus que les 70 milliards de la France, ou la France n'y arrivera pas avec 70 milliards. Je dis là, on a un débat difficile et on verra qui y arrivera. Mais ce n'est pas vrai que l'Allemagne va reprendre le gaz russe. Ça, des fois les Anglais, ils sont un peu tricheurs, mais ils ont droit. C'est après le Brexit où ils sont tous foutus dedans, ils ont droit d'être un peu tricheurs.
Non, mais ce que Dany dit est vrai des politiques, mais pas des entreprises. C'est très différent. Les politiques se sont en effet engagés derrière l'Ukraine comme aucun autre pays, sinon la Pologne. Et donc, évidemment que ça les engage, y compris à droite, à dire on n'achètera pas du gaz russe. Bon. Mais les entreprises, c'est différent. Les entreprises, elles disent, mais là, on va crever, parce que l'énergie manque, et l'énergie verte, le nucléaire, ça c'est le choix de l'Allemagne. Donc c'est, à mon avis, la grande erreur de l'Allemagne. Mais on peut en discuter. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se voit comme ça. Ils rouvrent des centrales au charbon, ce qui plaît. Non, ils ne rouvrent pas de centrales. Ce n'est pas vrai. Ils les prolongent. Non, ils les ont. Maintenant, ils ne les prolongent plus. Ils les ferment une à une. Soyez sérieux sur vos informations. Ce n'est pas vrai que l'Allemagne rouvre des centrales au charbon. Est-ce qu'elle a rouvert? Non. Elle a gardé trop longtemps des centrales au charbon qu'il devait fermer. J'en étais resté à des prolongations. Peut-être que je me trompe. J'en étais resté à des prolongations. On vérifiera. L'Allemagne avait prolongé et aujourd'hui, ils ont fait marche arrière sur les prolongations. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réduit assez tôt et c'est pour ça que le bilan CO2 de l'Allemagne n'est pas bon. C'est pas la même chose. Il reste qu'entre les promesses allemandes et les réalités, il y a quand même beaucoup de choses. Il reste qu'entre les promesses françaises et les réalités, ce n'est pas ça. Il reste qu'entre les promesses de Trump et les réalités, ça ne sera pas ça. Alors ça, c'est toujours la même chose. Il faut pas mettre tout sur le dos des Allemands, même si ce sont des Allemands et qu'on aime bien en France mettre le tout sur le dos des Allemands. J'adore l'Allemagne. Non, ça veut rien dire, ça. D'accord. Je suis infantile et je veux rien dire. Mais néanmoins, je maintiens qu'il y a un très grand décalage entre ce que souhaitent les entreprises et ce que disent les politiques. Simplement, quand les entreprises, quand le monde de l'industrie, de l'entreprise et de la finance fait un effort, exerce une pression dans un sens, en général, ils finissent quand même par gagner. Je suis un peu marxiste sur le sujet. Luc, les entreprises allemandes, ensemble, avec les grandes entreprises énergétiques, ont dit qu'il n'est plus pensable de reprendre le nucléaire en Allemagne. Nucléaire, oui. Oui, c'est ce que je dis. Et ils ont dit qu'ils ne veulent pas reprendre par le gaz russe. Donc, ils se sont ouverts, et ça, c'est une évolution, avec le gaz liquéfié qui vient des États-Unis, où il y a un problème parce que on sait comment il est produit, mais c'est le gaz norvégien, etc. Il y a un débat, un problème sur l'énergie, mais personne en Allemagne, ni les entreprises, ni les forces politiques, à part l'extrême gauche nationale-sociale, Madame Wagenknecht, et l'AfD. Et l'AfD. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Oui. Les deux ensemble, c'est très nombreux, d'ailleurs. Mais bon, c'est le débat politique aujourd'hui. Je dis simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont déjà assez durs en Allemagne pour pas en rajouter. J'aimerais que vraiment pas vous pousser, je suis pas du tout anti-allemand et je crois que Luc ne l'est pas non plus. Mais personne n'est anti-allemand. Donnez les bonnes informations. Qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment de beaucoup de Français aujourd'hui que l'Allemagne joue perso, que l'Allemagne a choisi seule à peu près, c'était Madame Merkel, par exemple, de se gaver autant de gaz russe alors que la Crimée était déjà occupée, etc., qu'aujourd'hui elle veut négocier seule avec Trump, et aussi, elle ne veut pas négocier seule. Et aussi qu'elle a fait venir 1 million de réfugiés comme elle le voulait, sans consulter personne. Là-dessus, j'aimerais vous entendre. C'est 3 choses différentes. Allez, vas-y. Non, priorité. Alors, moi je vais vous dire, sur le gaz russe, l'Allemagne est fautive. Il est évident, mais c'est pas Madame Merkel, c'est la social-démocratie. Vous vous rendez compte que l'ex-chancelier de l'Allemagne, M. Schröder, est aujourd'hui payé par le gaz russe. Parce que les entreprises en ont besoin. Non, parce que et même les entreprises, quand ils ont vu ce qui était commencé à dire on ne veut plus de gaz russe, que c'est l'Allemagne politique, parce que c'est vrai que le bien-être de l'Allemagne et le fait qu'il n'y ait pas tant de déficit venait du gaz russe. Donc ça, c'est impardonnable. Deuxièmement, sur le 1,5 million, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Parce qu'il faut être sérieux. Madame Merkel, au moment où il y a eu cette poussée de réfugiés parce qu'il se passait en Afghanistan, parce qu'il se passait en Syrie, avait le choix. Et il y a eu un débat en Allemagne entre le ministre de l'Intérieur et Madame Merkel. Il faut fermer les frontières, disait le ministre de l'Intérieur, Monsieur Seehofer. Madame Merkel, il dit d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Comme non, maintenant ça dure 1 minute. Comment on fait? On met des soldats. D'accord. Et s'ils avancent, qu'est-ce qu'il faut faire?
dit le ministre de l'Intérieur, il faudra tirer. Et que dit Madame Merkel? Qui prend la décision? Alors le ministre de l'Intérieur, c'est vous, Madame Merkel. Et là, Madame Merkel répond, je viens de l'Allemagne de l'Est. Je sais ce que sont les barbelés autour d'un pays. Tant que je serai chancelière, il n'y aura pas de barbelés en Allemagne. Elle a peut-être commis une erreur. Mais il faut comprendre cela. On est très rapide, nous. On est très rapide à dire, oh, c'est la faute de Madame. Sa faute, c'est qu'elle n'en a pas déduit une politique d'intégration et une politique de l'émigration après. Elle a continué à faire comme avant. Et ça, c'était une erreur. Quelle est l'Europe allemande, est-ce qu'on est dans un moment, c'est le géant économique, le géant à tous égards. En réalité, est-ce que l'Europe est devenue allemande pour le meilleur ou pour le pire? Moi, je pense que c'est globalement pour le meilleur, mais revenons à l'histoire intellectuelle et politique de l'Allemagne. Le fameux Historischer Streit, la querelle des historiens sur le nazisme qui empêchait l'Allemagne d'être un géant politique. C'est passé. Pendant très longtemps, dans l'après-guerre, l'Allemagne est devenue un géant économique, mais un nain politique, parce qu'à cause du nazisme, parce qu'elle n'avait pas le droit, elle n'avait pas d'armée, elle n'avait pas le droit de parler au même titre que la France, par exemple, parce que la France était censée être la résistance et l'Allemagne le nazisme. Voilà. Donc l'Allemagne progressait sur le plan économique sans progresser sur le plan politique. Et tout le fameux, la querelle des historiens, je dis en français, a tourné autour de cette question du passé qui ne veut pas passer. Et la droite voulait déculpabiliser l'Allemagne pour qu'elle puisse devenir en même temps qu'un géant économique, qu'un géant politique. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'AfD est aussi puissante. C'est parce que la déculpabilisation de l'Allemagne a permis que le géant économique devienne un géant politique. Du coup, le passé nazi est passé. Le passé qui ne voulait pas passer est passé. Pour une partie de la population. Non, j'ai pas fini. Pour une partie de la population qui est à l'AfD aujourd'hui. Or, l'AfD est un parti néo-nazi. C'est pas la peine de dire le contraire. C'est ni Madame Meloni, ni Madame Le Pen. Quand vous regardez vraiment ce que disent ces gens-là, en gros, ils disent que Hitler c'était pas si mal et que les Américains c'était pire. Voilà. J'exagère à peine. Voilà. Il y a des paroles qui sont prononcées comme ça par des membres éminents de l'AfD qui disent les bombardements américains sur les camps, c'est bien pire que Hitler. Cette phrase-là était prononcée sur les villes. Sur Dresden. Voilà. Oui, je veux dire, il faut comprendre. Le grand débat de l'Allemagne c'est fait sur la Bosnie. Sur la Bosnie, où il y avait ni wieder, plus jamais. Alors, une partie des pacifistes, de la gauche, etc., c'était plus jamais un soldat allemand hors des frontières. Et puis les autres, des fous comme moi, complètement dingues, disaient non, plus jamais, ça veut dire ne pas laisser des camps de concentration à 500 km de l'Allemagne. Donc il faut que l'Allemagne intervienne pour sauver les musulmans en Bosnie. Ça a été un débat d'une dureté incroyable. J'en ai pris plein la gueule. Et aujourd'hui, petit à petit, cette position d'une responsabilité humanitaire qui puisse nécessiter un soutien militaire, eh bien, elle passe en Allemagne, mais elle divise l'Allemagne. On parlait tout à l'heure de la migration avec Madame Merkel. Écoutez cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Elle est très frappante parce qu'elle est parfois saluée évidemment à gauche dans son camp, mais aussi certains à droite, ça a été le cas le journaliste du Figaro, Trémollet de Villers, qui dit au moins Mélenchon dit les choses franchement. Il parle du changement de la France et il dit la nouvelle France est là, elle va dans les campagnes, c'est une nouvelle démographie française et il parle de la ruralité en disant il y a beaucoup d'hypocrisie à droite et à gauche sur le sujet. Le visage de la France a changé, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà, votre regard là-dessus. En quelques jours, François Bayrou qui parle sur ce plateau de sentiment de submersion migratoire et Jean-Luc Mélenchon qui dit le visage change, il changera dans les campagnes, c'est une autre démographie. Évidemment, lui, pour s'en réjouir. Votre sentiment là-dessus?
Il dit ça depuis toujours. C'est-à-dire, lui s'en réjouit évidemment. Il dit il faut accepter cette France métissée, cette France plurielle, cette France. L'immigration est une richesse pour la France. Elle va jusque dans les campagnes, puisqu'en effet, là, c'est aussi une politique européenne. On va répartir les personnes qui viennent chez nous. On va les répartir dans les campagnes au lieu de les entasser dans des banlieues de grandes villes. Bon, et donc ça, c'est une vraie nouveauté. Donc Mélenchon dit en effet la même chose que la droite et l'extrême droite. Mais lui s'en réjouit, alors que la droite et l'extrême droite pensent que c'est une catastrophe absolue. Et évidemment, Bayrou, pourquoi il dit ça ? Bayrou, je vais dire les choses poliment, il est assis entre deux chaises. D'un côté, il négocie sur le plan économique avec le Parti socialiste pour que son budget soit pas censuré. Et de l'autre côté, il va quand même dire des choses qui soient pas totalement hostiles au Rassemblement national. Donc un sentiment de submersion. Voilà. Et donc, il dit la même chose, et la droite dit la même chose que Mélenchon, sauf que les signes sont inversés, évidemment, mais c'est pas nouveau. Hein. Non, mais moi, je vois pas le problème. Il parle des quartiers populaires. Son erreur, c'est que les quartiers populaires, c'est pas seulement les immigrés. Il y a aujourd'hui une diminution de la paysannerie en France. C'est une évidence. Il y a aujourd'hui, l'agriculture s'est automatisée, on a fait des tas d'erreurs, etc. Ça fait on a beaucoup de paysans même ont été incapables de continuer, ils ont déserté. Et c'est vrai que vu les prix des immobiliers, eh bien, il y a des tas de gens, pour certaines raisons, d'autres parce qu'ils voulaient simplement ne plus vivre dans les villes, vont vers les campagnes et donc changent les populations. Mais c'est pas simplement les quartiers populaires, ça veut pas dire simplement les immigrés. Là, il prend ses rêves pour des vessies, pour des réalités. Il y en a. Mais quand je vois ce qui existe partout, il y a un grand nombre, par exemple, de retraités qui se sont installés dans le sud de la France. Ces retraités, ce ne sont pas tous des retraités simplement métissés. Enfin, on mélange tout. Il y a une évolution dans les campagnes. Il faut ça. Et il y a un problème de l'agriculture. Il y a un problème de comment se nourrissent les Français. Il y a une agriculture qui ne pense qu'à l'exportation et non pas à la production. Mais sur le changement, sur le fait, on montrait les graphiques, sur le fait que le solde migratoire compense le manque de natalité en Europe. Comment est-ce que vous appelez ça ? Le terme grand remplacement est associé à l'extrême droite complotiste qui dit il y a des esprits mystérieux qui organisent ça. Bon, sur notre plateau, Alain Bauer disait on peut parler de grand remplissement parce qu'on remplit le vide migratoire par de la migration. Comment appeler ça, ce phénomène ? Alors lui dit Nouvelle-France. On a rejeté, les gens raisonnables ont rejeté l'idée de grand remplacement parce qu'elle était complotiste. Vous l'avez dit très bien. En fait, ce qu'on rejetait, c'est pas la question numérique ou quantitative. C'est la question, il y a un complot derrière pour remplacer les Français par des immigrés islamistes, etc. Bon, ce qui est pas vrai. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on accueille en gros 500 000 étrangers par an et que l'idée qui domine aujourd'hui, c'est de pas les entasser dans les banlieues des grandes villes, mais de les disperser dans les campagnes. C'est ça qui est nouveau. C'est nouveau depuis 2 ans. C'est très nouveau, à peu près, ou quelque chose comme ça. Bon. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de remplacer la paysannerie. Il y avait 6 millions de paysans en France en 1950. Disons les choses clairement et factuellement. Il reste aujourd'hui 320 000 exploitations agricoles. Donc, on a divisé presque par 10 le nombre de paysans en France depuis 1950. Mais ces gens qu'on va envoyer dans les campagnes, c'est pas pour remplacer les paysans. Voilà, c'est tout à fait différent. Ce que disait Bayrou, il a dit submersion. Il a eu une autre phrase. Il a dit voilà, quand dans un petit village de campagne, il y a une famille d'immigrés, on va l'appeler comme ça, qui vient s'installer. Il n'y a pas de problème, les gens sont gentils, on va les aider, on va leur montrer ce que c'est que la vie française. Voilà. Quand il y en a 10, c'est un peu compliqué. Quand il y en a 30, ça va plus. Oui, mais il y a un autre problème, Luc. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est de dire qu'il y a un autre problème. Ouais. Non, il y a un autre problème. Je prends l'exemple de Moissac. Oui. Moissac, où étaient mes parents, mon frère était caché, etc. Moissac est une ville qui vit des maraîchers, des travails, et puis il y avait de moins en moins de monde qui voulait faire. Et puis il y a eu des émigrés d'origine bulgare qui se sont installés à Moissac. Ils sont venus il y a quelques années. C'est le maire de l'époque qui était radical de gauche, je crois, qui m'a dit ils sont venus et les gens ont dit on ne veut plus d'émigrés parce que ça crée des problèmes. Il a dit très bien. On va essayer de faire venir d'autres gens pour faire ce travail. Il a fait tout un travail. Personne n'est venu. Et donc,
les mêmes ont dit il faut que les émigrés reviennent et ils ont voté pour le Rassemblement national ou Moissac est aujourd'hui aux mains du Rassemblement national et en même temps ils veulent que les émigrés ne partent pas. C'est ça la contradiction. Il y a dans des espaces économiques, il y a un besoin de la force de travail et des émigrés. Ce qu'on a mal fait, ce que les Allemands ont mal fait, c'est que ça nécessite une politique intelligente d'intégration où ça s'est pas fait. Et quand ça se fait pas pendant des années, eh bien, il y a des problèmes sociaux. Et je crois qu'il faudrait revenir au plan Borloo. Rappelez-vous du plan Borloo où Macron a mis de côté, ça coûte trop cher, etc., qui a justement avait compris qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui, dans certaines banlieues, dans certains endroits, cumuler les problèmes sociaux autour de l'Elmire. Donc il avait proposé un plan qui coûtait cher, mais qui était une idée, justement, de ne plus que ce sentiment de submersion puisse être, en fait, diminué parce qu'on retransformait, on redéfinissait les banlieues et les populations. Oui, non, moi je voulais ajouter quelque chose à ce que disait Bayrou, parce que Bayrou présente ça uniquement comme un problème quantitatif, mais c'est faux. Bien sûr que le problème quantitatif existe, mais le problème religieux est beaucoup plus important. Voilà, si les Français aujourd'hui sont devenus à 80%, disons, de droite sur la question immigration, c'est évidemment à cause de ce qui s'est passé à Charlie, le Bataclan, le père Hamel, etc., etc. Samuel Paty, Dominique Bernard, et j'en passe, et des pires. Bon, pire, on peut pas faire pire. Voilà. Mais je pensais à ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, oui, voilà, à Schaffenbourg. Oui, voilà. Tu as raison. Et donc, donc c'est pas un problème quantitatif. C'est bien sûr que le quantitatif joue, mais c'est pas comme l'avait dit Mitterrand. Et au fond, Bayrou reprend ça, un problème de seuil. C'est un problème c'est un problème de religion. Absolument. C'est un problème qualitatif. Et un problème de terrorisme. Et ça, voilà, évidemment. Et les Français se disent, mais attends, entre un gentil et un méchant, c'est pas marqué dessus. À quoi je vais reconnaître que c'est un gentil et que c'est un méchant? Je crois que c'est ça le problème. Et, enfin, c'est un des problèmes. Et tant qu'on n'aura pas, dans les communautés musulmanes, des forces politiques qui parlent, qui résistent, qui s'attaquent au terrorisme, tant qu'il n'y aura pas ça, on n'y arrivera pas. Exactement. Et on n'arrivera pas. Ça, il y a une responsabilité incroyable des musulmans. Alors évidemment que les musulmans disent c'est pas nous, ça ne suffit plus. Non, ça suffit. Dans une situation d'une telle tension où, alors c'est quand même fou, à Aschaffenbourg, il y a un Afghan qui tue une petite fille marocaine. Et elle tue pas un Allemand, elle est marocaine. Mais c'est ressenti. Alors cette marocaine, d'un côté, est ressentie par les Allemands comme étant une Allemande, ce qui est juste, ce qui est bien. Mais il y a eu une mobilisation, mais je crois que ça ne suffit pas. Je sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas comment on peut l'aider, mais tant que on n'aura pas des musulmans qui montent au créneau pour dire pas en notre nom, nous, même si nous croyons en je ne sais pas qui, notre religion, nous sommes contre ce terrorisme, etc., tant que ça se sentira pas, on n'y arrivera pas. Mais votre réaction aux déclarations du président algérien Tebboune, il parle à l'opinion, à nos confrères et consoeurs de l'opinion, il met en garde la France contre ce qu'il appelle l'irréparable. On ne va pas rappeler ici toute la suite des événements, les activistes algériens violents qui appellent à des violences insupportables que Bruno Retailleau cherche à expulser, les déclarations de Mme Le Pen sur notre antenne qui disait que selon elle, on ne pouvait pas considérer que la colonisation avait été entièrement négative. Il y a un débat qui chaque jour alimente, n'est-ce pas, cette question-là. Est-ce qu'une part de vous donne raison au président algérien quand il dit « le climat est délétère, nous perdons du temps avec le président Macron ». Il dit « Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a voulu faire un coup politique en forçant l'expulsion de l'influenceur algérien ». Influenceur, c'est l'euphémisme pour dire l'activiste. C'est un activiste qui a appelé à brutaliser un opposant, Doualem. Moi, deux choses. Moi, d'abord sur ce que disait Dany, tu as entièrement raison. Mais moi, j'ai une immense admiration pour l'imam Chalgoumi, par exemple. Mais il est sous protection policière. Oui. C'est-à-dire que les musulmans des Lumières sont les premières victimes des islamistes. Donc c'est très difficile. Toute sa famille est protégée par la police ou obligée de s'en aller dans d'autres pays. Mais les gens de Charlie aussi. Donc, ils continuent. Et donc c'est pour ça que tu as à la fois raison et en même temps c'est
terriblement difficile parce qu'ils sont les premiers menacés de mort. Bon. Alors, par rapport à ce que dit Darius, moi, je vous conseillerais d'inviter mon ami Saïd Saadi, qui était le président du RCB, donc le Parti démocratique. C'est pas un parti kabyle, il est kabyle, mais c'est un parti d'abord démocratique. Et c'est un type formidable. Et ce qui vous explique là, c'est que au fond, les 4 grands dirigeants aujourd'hui de l'Algérie, parce qu'il y a le président du Sénat, il y a le président de la garde nationale, bon, il y a le président tout court, bon, ces gens-là, le président de l'Assemblée nationale, bon, ces gens-là, ils ne vivent que sur la rente mémorielle. Et je pense que la grande erreur de Macron, et c'est une erreur de naïveté, c'est pas une faute morale, c'est une naïveté, c'est d'avoir cru qu'en plaidant la repentance, ça allait faciliter les causes. Non, ça a boosté, c'est comme si vous aviez mis du petit bois sur un feu avec de l'essence dessus, ça a boosté au fond, ces dirigeants qui sont des gens très vieux, pas en très bonne santé pour certains d'entre eux, et qui ne vivent que sur la rente mémorielle. Voilà. Alors, c'est un vrai problème, parce que malheureusement, ça gagne du terrain, si vous voulez. Et donc, rajouter de l'essence sur le feu, c'est-à-dire avec la repentance, c'était pas une bonne idée. Voilà. La repentance, c'est derrière nous maintenant. Il faut arrêter. Voilà. On peut pas rendre la France responsable de l'état de l'Algérie d'aujourd'hui. Ça suffit. Voilà. Je suis d'accord. Alors, oui, je suis d'accord. On peut pas et on ne doit pas. Maintenant, il y a 2 débats. Il y a le débat en France. Oui, il y a une responsabilité. Le colonialisme a été meurtrier. Oui, et de dire il n'a pas été que, ça veut rien dire. 130 ans. 130 ans. Oui, mais 130 ans, c'est longtemps. Bah c'est oui, beaucoup. C'est ce que je vous dis. Et il faut, si en France on veut discuter cela, reprenons Camus. Je l'ai déjà dit une fois, reprenons Camus, parce qu'il a très bien expliqué les méfaits du colonialisme et que pourquoi d'un autre côté, ses parents, sa mère était algérienne. Elle était, et en même temps il avait après, bon, reprenons Camus, etc. Mais il faut arrêter, c'est notre problème avec le Sud global. Le Sud global nous fait des reproches sur l'esclavagisme, nous fait des reproches sur le colonialisme. Ces reproches, je les comprends. Mais le Sud global est antidémocratique. Ce sont des forces totalitaires. Donc, les totalitaires instrumentalisent notre débat avec le colonialisme pour légitimer leur pouvoir. Le pouvoir militaire algérien a vécu non pas seulement sur la rente mémorielle, mais sur la rente du pétrole. Mais ils ont confisqué la rente du pétrole et et c'est ça qu'il faut. Il faut avoir la force aussi de dénoncer ce pouvoir totalitaire, autoritaire, par exemple algérien. Non, juste un mot là-dessus. Il faut quand même rappeler ce que montrent l'historien, Pétré Grenouillant par exemple, c'est que le monde arabe a été largement, sinon plus, colonialiste et esclavagiste que l'Occident. Hein. C'est pas l'Occident qui est le seul à être esclavagiste et colonialiste. Et on le sait aujourd'hui. Donc il faut arrêter. On se calme. Voilà. Une note un peu plus légère, si j'ose dire, c'est. Vous avez vu, François Bayrou sur ce plateau disait lui-même, il savait pas très bien. Il avait 1244 agences. Il y en a une dont on va parler là, puisqu'on y a ce débat sur l'existence des agences, leur nécessité. C'est l'ADEME qui est vouée à l'écologie. Qui a publié, ça a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux, le rythme de nettoyage des vêtements. Alors, c'est une recommandation écologique très sérieuse qui dit à quelle fréquence faut-il laver ses vêtements. Et il y a des recommandations très précises, par exemple... renifler ses chaussettes. Pour le soutien-gorge, par exemple, c'est 7 jours. Pour une hausse, il faut afficher, parce que moi, j'ai pas ça en mémoire, 10 à 15 jours pour le haut. Alors, la cravate, je crois que ça ne se lave pas. Alors, le calcif, c'est un peu plus... Évidemment, non, mais il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. C'est le fossé qu'il y a aux États-Unis, où on a un extrême avec Trump qui parle d'arnaque verte. Et en Europe, cette ADEME, qui est une de ces agences qui joue ce rôle important. Voilà. J'aimerais votre réaction à l'un et à l'autre. Je voudrais vous dire une chose. D'accord. Moi, ce que j'aime pas, vous avez tout à fait raison, ils sont ridicules. Non, c'est peut-être pas ridicule, c'est une question. C'est ridicule. Non, c'est ridicule. Si, c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Mais pourquoi ne pas parler de l'interview des 2 maires écologistes sur la sécurité dans la Tribune aujourd'hui, où ils font une autocritique très intéressante, où ils parlent de la responsabilité quand on est affaire. Non, moi je voudrais que vous parliez aussi là-dessus, de l'intelligence d'écologistes quand ils sont au pouvoir. Vous pouvez parler du ridicule, j'ai rien contre, mais s'il n'y a que les ridicules sur l'écologiste, c'est pas juste. Non, mais moi
Je suis pas convaincu par les maires écologistes des grandes villes. Non, mais leur interview est intéressante. Tu l'as lu? Catastrophe. Non, je l'ai pas lu. Je vais la lire. Bon, alors, c'est le maire, c'est le maire de Lyon et le maire de Bordeaux sur la sécurité, sur ce qui leur a été reproché. Non, mais attendez. J'aimerais que vous répondiez. Vous avez 15 secondes pour ça. Mais j'ai dit que c'est ridicule. Non, dans la jeune génération, beaucoup de gens vous diront c'est pas ridicule. Ça, c'est très important. C'est très important de dire voilà. Mais c'est pas une agence. C'est pas une agence de faire ça, de savoir combien de temps vous avez besoin pour renifler votre factif. J'en ai rien à cirer, moi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, et de savoir si le calcif, c'est plus que les chaussettes. Non, mais les caleçons, c'est un jour. Je peux vous dire tout de suite, c'est marqué dans les recommandations de l'ADEME. C'est que quand l'écologie devient aussi crétine, voilà, elle se déconsidère. Il faut faire très attention à ça. Vous voyez bien que même, alors maintenant, soyons sérieux, laissons ces âneries, mais au niveau du Green Deal, au niveau européen, vous voyez bien que même Madame von der Leyen est obligée de dire on va quand même mettre un petit peu d'eau dans le vin. Voilà, parce qu'il y a un moment où il ne faut pas que l'écologie soit tellement anti-entreprise que tout le monde se révolte contre. Allez, c'est absurde. Je vous laisse renifler vos vêtements, tranquille. Tout de suite, Margot Haddad va recevoir... tous les jours, bravo, félicitations. On va recevoir le ministre, Monsieur Haddad, mais aussi on va reparler avec Titelman de ce qui se passe sur le terrain tout de suite.